Isoler les toitures? Bien sûr. La question n'est pas vraiment neuve. On isole aujourd'hui de plus en plus les bâtiments de manière générale. La thématique a été soulevée dans les années 70 suite à la crise pétrolière et depuis lors, les mentalités n'ont cessé d'évoluer. Aujourd'hui, on isole pour plus de confort et pour consommer moins d'énergie. La toiture représente près d'un quart de la surface de déperdition énergétique d'un bâtiment. C'est une paroi que l'on isole en priorité. Isoler aujourd'hui, c'est une évidence. Les clients nous le demandent de plus en plus, d'un point de vue confort, pour consommer moins. Et d'un point de vue réglementation, on nous impose également d'isoler de plus en plus. Le contexte réglementaire est toujours plus strict. L'isolation à prévoir dans la toiture ne cesse d'augmenter. Si 6 à 7 cm d'isolant dans la toiture étaient souvent de mise dans les années 70, les bâtiments basse énergie aujourd'hui comptent une vingtaine, voire même une trentaine de centimètres d'isolant. Par ailleurs, la toiture est de nos jours à considérer comme une paroi multicouche. Elle comprend les éléments de couverture et la sous-toiture, l'isolation, le pare-vapeur, la finition intérieure. On réfléchit désormais en termes de complexe de toiture et chaque composant doit être choisi et posé de manière à éviter tout problème de condensation au sein du complexe. En construction neuve comme en rénovation, isoler une toiture est une question méritant une réflexion de fond. Des règles de base essentielles doivent être suivies pour mener à bien les projets. Ten eerste een open onderdak, zodanig dat het vocht dat toch in minimale hoeveelheden in de isolatie zit, naar buiten kan doordringen. Onze tweede basisregel is een volledig damdicht systeem, zonder luchtlekken, want dat is heel belangrijk, zodanig dat er geen vocht in de isolatie kan komen. Een andere heel belangrijke regel bij isolatie is zorgen dat er geen luchtstromen in de isolatie bestaan. Hoe gaan we dat doen? Alle isolatiematerialen moeten goed aansluiten in alle open ruimtes. Dus we gaan alles goed opvullen en kleinere ruimtes die gaan we opvullen met kleine, hardere of drukvastere isolatiematerialen. Tout dépend du chantier, un cas n'est pas un autre, on a différentes solutions possibles. Soit on isole entre les chevrons, ce qui est le plus souvent le cas, et tout dépend bien sûr en fonction de l'épaisseur des chevrons qu'on a. On peut rajouter un complément en dessous de ce chevron, un complément d'isolation comme ce sera le cas ici sur ce chantier. Enfin, en rénovation, on peut être amené aussi à augmenter l'épaisseur des chevrons pour justement arriver à un niveau d'isolation suffisant dans la toiture. Dans certains cas, on préférera utiliser la méthode Sarkin, qui consiste à poser le panneau d'isolant sur les chevrons. Cette solution est particulièrement intéressante en cas de rénovation, lorsqu'on veut garder les finitions intérieures intactes. Ou alors, si le grenier n'est pas utilisé, on pourra isoler par le plancher du grenier, permettant ainsi de diminuer l'ampleur du volume chauffé. Et d'ailleurs, de plus en plus souvent, on en arrive à combiner plusieurs techniques en même temps. Les détails ont toute leur importance. S'assurer que l'isolant est posé de manière continue, même au droit des nœuds constructifs, est bien sûr un enjeu prioritaire. Tous les angles et recoins des pans de toiture doivent être isolés, y compris le faîte. Tous les raccords avec les murs verticaux doivent être étudiés, que ce soit au droit des murs de refend ou des murs de pignon, ou que ce soit en continuité avec les façades. C'est important aussi de pouvoir avoir une continuité entre l'isolant qui se situe dans le créneau de maçonnerie et notre isolant de toiture. Et donc c'est effectivement important de remettre de l'isolant qui vient faire une jonction complète et parfaite entre le créneau et l'isolant ici.
Pour isoler les toitures, ça dépend des chantiers, c'est variable. Parfois, on utilise un panneau rigide pour des toitures type sarking. Ou parfois, on utilise plutôt de la laine minérale entre chevrons, comme c'est le cas par exemple pour ce chantier-ci. On peut aussi utiliser des matériaux en vrac. Il est également courant de fonctionner par insufflation. Les matériaux d'isolation sont bien entendu choisis en fonction de leurs propriétés thermiques. À épaisseur égale, un isolant à faible conductivité lambda offrira une plus grande résistance thermique R qu'un isolant à plus haute conductivité thermique. Pour isoler la toiture d'une maison basse énergie, il ne sera pas rare de devoir combiner plusieurs couches d'isolant afin de tendre vers des valeurs R de l'ordre de 7, 8, voire 9 m² Kelvin par watt. Les sous-toitures aussi ont leurs caractéristiques intrinsèques. Il s'agit le plus souvent de membranes synthétiques souples ou des panneaux de fibres plus rigides. On les choisira fortement ouvertes à la diffusion de vapeur d'eau. Les écrans à l'air et à la vapeur sont généralement constitués de membranes. Leur pose doit être réalisée avec minutie. L'écran par vapeur permet de bloquer la migration de la vapeur. Il contribue également à limiter les déperditions énergétiques par exfiltration. Il doit pour cela être le plus continu possible, y compris au droit des obstacles et des percements. On va toujours essayer de couper le moins possible sur un pare-vapeur, même si dans le cadre d'une restauration, c'est pas toujours simple. On voit ici, il y a des câbles qui passent, voilà, donc c'est pas toujours évident à gérer. On doit quand même travailler avec la structure qui est en place. L'écran à l'air et à la vapeur doit être posé selon les règles de l'art. Tous les raccords et percements doivent être étudiés avec attention. Ils doivent être vérifiés en fin de chantier pour s'assurer qu'il n'y a plus de défaut d'étanchéité visible à l'œil nu. Il n'est bien sûr pas toujours évident de déceler si tous les raccords sont parfaitement étanches. Un test de pressurisation permet d'aller plus loin. En plaçant le bâtiment sous pression et dépression, on peut vérifier qu'aucune fuite majeure n'a échappé à la vigilance de l'artisan et colmater les éventuelles imperfections observées. Quand va-t-on faire un test de pressurisation ? Il faut réfléchir en fonction de la sous-toiture et du climat intérieur. Prenons deux cas caractéristiques. Soit on se trouve dans une situation très favorable, en construction neuve par exemple, ou lors de la rénovation totale de la toiture. Dans ce cas, on va choisir une sous-toiture très ouverte à la diffusion de vapeur d'eau et en théorie, les espaces seront bien ventilés et on aura un climat intérieur favorable. Deuxième situation, plutôt défavorable. En rénovation par exemple, où il arrive que l'on garde une sous-toiture existante peu ouverte à la diffusion de vapeur d'eau et qu'en outre les espaces sous comble soient mal ventilés. Dans ce cas, un test s'impose. Entre ces deux extrêmes, il faut réfléchir au cas par cas, toujours en fonction de la sous-toiture et du climat intérieur. Mais dans tous les cas de figure, la réalisation d'un test de pressurisation et la recherche de fuite sont toujours un gage de sécurité pour contrôler la bonne mise en place du pare-vapeur. Isoler une toiture aujourd'hui consiste à concevoir et réaliser un complexe multicouche dans lequel non seulement l'isolant, mais également l'écran à l'air et à la vapeur, ainsi que la sous-toiture, ont un rôle primordial.
Les caractéristiques intrinsèques des matériaux concernés ainsi que leur mise en œuvre selon les règles de l'art constituent la clé du succès pour aboutir à une performance énergétique optimale et pour, en même temps, éviter tout problème d'humidité au sein du complexe.